Bonjour Daniel. Bonjour Marie-Josée. Bienvenue à tout le monde. C'est une première pour nous. On fait un podcast enregistré pour notre deuxième café IA de la session d'automne 2025. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le thème de l'agentivité des IA et le délestage cognitif. Et on va évidemment définir toutes ces choses ensemble. Et on va discuter des enjeux et aussi, comme d'habitude, des objets. Ouais, on se rappelle que notre équipe... comme la dernière fois, les trois mousquetaires de l'IA, moi, Marie-Josée Blanchard, technopédagogue à la formation continue. Moi, Daniel Plante, technopédagogue ou service des programmes. Et on a derrière les caméras notre autre technopédagogue, David Blain, qui est au service d'audiovisuel. Pour un esprit critique de l'IA, tous pour un et un pour tous. Alors, notre plan pour aujourd'hui, avec la même structure, donc on va commencer par entamer notre discussion avec les actualités IA. On va parler ensuite des agents IA. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'agentivité de l'intelligence artificielle? C'est différent des assistants. Donc, on va faire un peu une différenciation à ce niveau-là. On va vraiment se pencher sur les usages pédagogiques. On va voir des exemples de comment avoir ou utiliser un assistant IA et un agent IA de manière pédagogique. Et comme d'habitude, on va adopter donc notre approche FFMO, donc force, faiblesse, menace et opportunité. Puis ensuite, on va transitionner lentement vers le délestage cognitif. Puis on va évidemment essayer de vous suggérer des solutions sur comment gérer cette petite bête qui est le délestage cognitif en lien avec l'usage de l'IA. Puis on vous le rappelle, comme l'an dernier, comme à toutes nos dernières sessions, on adopte une approche technocritique de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaie d'avoir un portrait global de qu'est-ce que les nouveautés dans le monde de l'IA nous proposent en termes de force, faiblesse, opportunité et menaces. Ben, ce qui a retenu mon attention la semaine dernière, c'est d'ailleurs la signature d'un décret du président Trump aux États-Unis qui a décidé de signer un nouveau décret pour centraliser la régulation de l'IA au niveau fédéral. Et son objectif, c'est pour empêcher les États de réglementer l'IA. Parce que déjà en Californie, il y a quelques semaines, une nouvelle loi était apparue pour réglementer la sécurité des IA et de demander aux développeurs que sont OpenAI et Microsoft et Google de rendre des comptes dans le développement de leurs intelligences artificielles. Si jamais ils voyaient qu'il y aurait des dangers, des risques, il faut prévenir l'État de Californie pour que les gens soient informés des risques que ça peut représenter d'utiliser ces outils-là. Alors que, donc, eux ont fait leur lobby au niveau fédéral pour faire en sorte que ces lois-là ne puissent pas s'être appliquées. Et le président Trump a décidé de donc signer un décret qui va permettre justement de ne pas avoir de réglementation pour développer des nouvelles IA. Fait que ça fait beaucoup jaser. Puis je pense que on se retrouve à être un peu des cobayes quand on utilise gratuitement ces outils d'IA-là et s'il n'y a pas de réglementation comme ça dans le développement à cause que de la course commerciale qu'il y a dans le développement des intelligences artificielles, ça fait en sorte qu'on se soucie très peu des risques impliqués à l'usage de ça. Et puis, comme on va le voir aujourd'hui, il y a des risques au niveau social puis au niveau éducatif, mais il y a le délestage cognitif que ça peut impliquer d'utiliser ça sans en avoir de mise en garde. Donc, en tout cas, c'est donc quelque chose qui avait attiré mon attention cette semaine. Et donc, ça nous mène à l'autre article qui a vraiment attiré ton attention pour notre café aujourd'hui. Oui, effectivement, j'avais suggéré ça parce que l'été dernier, j'avais lu au mois d'août dernier cet article-là de Dave Antil, qui est professeur au Cégep Jean-Brébeuf et qui est aussi un chercheur en intelligence artificielle et qui avait écrit dans une revue qui s'appelle la revue Plan, un article très intéressant sur justement l'IA agentique et le délestage cognitif. Et je trouvais que l'article était très bien construit, très fouillé, puis donnait plein d'idées sur les conséquences que ça pouvait avoir chez les étudiants particulièrement d'utiliser un agent d'intelligence artificielle et puis l'impact que ça pourrait avoir si on s'en sert pas bien, pas de la bonne façon. Comme on a peu de temps pour former les élèves, ben, ils se forment souvent en allant sur Internet, en regardant sur TikTok des vidéos où tout le monde se partage des trucs.
mais il n'y a pas nécessairement un souci d'intégrité quand on utilise ça dans un cadre académique. C'est donc important. Puis donc, on s'est inspiré beaucoup de l'article de Dave Antil aujourd'hui pour construire notre présentation. Absolument. Puis on se rappelle, ça fait un peu un lien avec ta nouvelle précédente, mais on s'entend que l'intelligence artificielle, ça n'a pas été développé pour le monde de l'éducation, avec les enjeux éthiques, Non. les enjeux de responsabilité qui viennent avec tout ça. Donc, ça a été vraiment développé pour participer à cette machine capitaliste qui va développer l'outil le plus performant, le plus intelligent, qui va nous permettre de sauver plus d'argent. Oui, puis en même temps aussi, tout le marketing, la mise en marché de ces nouveaux outils d'intelligence artificielle-là, elle est orientée pour rejoindre le monde corporatif, les compagnies. Et puis pour eux, la notion de délestage cognitif, ça leur fait gagner du temps. Ça va réduire la nécessité d'avoir trop d'employés qui font pas assez de travail. Bref, il y a comme une optimisation de la main-d'œuvre qui est vendue comme principe par les compagnies comme OpenAI quand ils présentent des agents d'intelligence artificielle. Et pour ce qui est du monde de l'éducation, ben, si on l'utilise de cette façon-là, ben, ça va détruire le développement des compétences. Donc, il faut être prudent, il faut faire des mises en garde et surtout savoir comment s'en servir. Exactement. Donc, c'est notre objectif aujourd'hui, comme toutes les fois où on s'est parlé lors de nos cafés IA. On voulait faire un petit retour sur ce nouveau cadre de référence qui a été donc publié par le ministère de l'Enseignement supérieur au mois d'août dernier. On se rappelle quand même, ça fait un bout qu'on met de la pression sur le gouvernement pour qu'il nous donne des balises. Ce ne sont pas des balises, je le rappelle, c'est un cadre de référence. Donc, ça nous permet d'avoir un guide ou des conseils sur comment adapter l'usage de l'IA au niveau local. Et donc, Daniel, je te laisse en parler un peu plus, un rappel de qu'est-ce que c'est que ce cadre de référence-là, puis pourquoi il est important pour nous par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Ben, il est important parce qu'on peut, à chaque fois qu'on fait une formation, se référer à 5 orientations qu'il y a dans ce cadre de référence-là du ministère en Éducation supérieure au Québec, et aussi 5 lignes directrices pour s'assurer qu'on demeure dans le cadre. Et puis, lorsqu'on fait de la littératie, donc on informe les gens, on forme les gens à utiliser l'intelligence artificielle de façon éthique et responsable, mais qu'on respecte ces orientations-là. Développer la littératie de l'IA, qui est dans le fond favoriser la compréhension critique et responsable de l'IA par des partages de connaissances et de la formation. Donc, c'est déjà une des orientations qui nous a inspirés pour pouvoir justement préparer ou qui nous a guidés pour préparer la présentation aujourd'hui. Puis dans le fond, c'est notre mission depuis le début. Exactement. Développer à la littératie de l'IA. C'est l'humanisme et l'agentivité, justement, où il faut s'assurer quand on utilise l'IA que l'humain va demeurer l'acteur central dans l'usage qu'on fait de l'IA. Et l'IA doit toujours soutenir l'interaction et l'expertise humaine et jamais la remplacer. Là, ça pourrait devenir mélangeant. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'IA agentique, d'agentivité de l'IA, mais on parle aussi d'agentivité de l'humain. Oui, effectivement. C'est un mot qu'on entend de plus en plus par rapport à l'IA, mais qu'est-ce que c'est que l'agentivité? L'agentivité, pour l'être humain, dans le fond, c'est d'avoir le pouvoir de choisir et d'avoir un impact sur ton environnement et ce que tu fais pour agir, dans le fond, sur cet environnement-là. On pourrait dire, si j'utilise une analogie, si on se promène dans la forêt avec une boussole, ben, on a le pouvoir de choisir. L'outil technologique qui est la boussole nous permet de prendre des décisions, de mieux nous orienter et d'avancer en faisant des choix sur le contexte d'une carte topographique, par exemple, et d'une boussole qu'on a en main. 2 objets technologiques qui nous permettent de prendre de meilleures décisions pour éviter des obstacles et se rendre à bon port. Alors que si on utilise un GPS pour se rendre à destination, mais là, on laisse aller, on délègue un peu de notre agentivité à la technologie qui est le GPS et qui, lui, à cause qu'il y a des données sur la circulation, sur le meilleur chemin à prendre le plus rapidement, on va lui faire confiance et on va délester une partie de notre agentivité à cette machine-là
qui va, dans le fond, prendre des décisions à notre place et nous laisser peut-être le choix entre un ou deux chemins, mais on lui fait complètement confiance et on va suivre ce qu'il nous dit de faire en termes de tourne ici, tourne à droite. Il nous donne un choix de dire ah, tu peux prendre un chemin plus rapide, puis on accepte ou on n'accepte pas. Mais il reste que on laisse aller beaucoup de notre agentivité en utilisant un GPS comparativement à une boussole et une carte qu'on pourrait utiliser, mais dans une auto, ça va pas très bien. C'est un peu une moins boussole. pratique. En effet, mais fait qu'il y a une question d'autonomie là-dedans. Oui, effectivement, la question d'autonomie est très, très importante là-dedans. Et c'est important de savoir que dans toute action qu'on pose, en utilisant des outils numériques, de préserver notre autonomie pour pas, dans le fond, être manipulé par la technologie. Il ne faut pas qu'on devienne esclave de la technologie en se servant aveuglément de tous les outils et les fonctionnalités qu'elle peut offrir. Puis on va commencer par la différence entre l'assistant IA et l'agent IA. Et c'est la bataille de l'assistant et de l'agent. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je m'amuse beaucoup trop dans mon travail, des fois. Donc, on va parler donc des différences qu'il y a entre l'assistant et l'agent. Jusqu'à présent, on vous a vraiment plus parlé de l'assistant IA dans nos cafés. On a passé beaucoup de temps dans ces robots conversationnels. Et c'est ce qu'on entend donc par un assistant. Un assistant, donc, ça peut être un outil conversationnel qui va être réactif, évidemment, mais qui va nous aider donc à penser puis à produire. Donc, ça peut être des idées, des plans, des brouillons, des explications, mais c'est sur demande. Donc, on s'entend pour avoir une conversation avec notre assistant. L'assistant ne va pas exécuter d'action. Donc, il ne va pas agir de manière autonome, mais il va nous proposer des choses, puis nous, on valide ces informations. Là, l'agent qui est quand même récent, ça existe depuis combien de temps, Daniel, les agents? Ben, c'est dans la dernière année que ça s'est développé beaucoup. C'est dans le fond une architecture plus complexe de l'intelligence artificielle. Et si vous avez un compte payant de ChatGPT, par exemple, vous avez accès dans les fonctionnalités en faisant le petit plus dans la barre à activer la fonction agent. Si vous l'avez testé, vous allez peut-être compris un peu comment ça fonctionne. Mais là, ça existe surtout depuis la dernière année et on voit se développer, se déployer l'IA agentique, justement, dans plein d'applications, dont les plateformes comme ChatGPT, comme Gemini, comme Grok. Ils ont tous intégré des agents IA qu'on peut utiliser dans leurs produits. Ça s'en vient dans Copilot. Je pense que ça existe dans Copilot, mais pas dans notre licence institutionnelle. Exactement, tu as raison. On n'a que des assistants. Microsoft a le don de mal nommer leurs outils. Ils parlent d'agents alors que des fois, c'est des assistants. Donc, c'est un peu difficile de se retrouver dans la terminologie de Microsoft. Ils vont peut-être changer dans les prochains mois ou la prochaine année pour clarifier les choses, mais ils ont tendance à mêler un peu les cartes. Il y a peut-être une question de loss in translation, là, qu'on perd un peu les bons termes par rapport quand on a nos traductions de langue en français, parce que on sait que le monde de l'informatique, c'est un monde très anglophone. Oh oui, on a ça. Il y a probablement ça. Mais donc, tout ça pour dire qu'est-ce que c'est un agent, on en parle depuis tout à l'heure. C'est un système qui est vraiment orienté sur des objectifs. Et ce système-là peut planifier et peut enchaîner des outils ou des API, donc des sortes d'applications secondaires, puis il peut exécuter des tâches. À chaque étape, on va souvent demander de valider, pas tout le temps, mais des fois, l'agent va s'arrêter dans ses actions pour nous demander de valider. Il va aussi garder une mémoire de ce qu'il fait, donc toutes les étapes qui ont été faites. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, l'agent, il prend un peu le contrôle de votre système. Il va faire des actions en dehors du cadre de, disons, ChatGPT ou Copilot. Donc, il peut aller se promener d'une application à l'autre, dans votre navigateur, dans des applications qui sont installées sur votre ordinateur pour faire des tâches complexes. Donc, on va faire des démonstrations un peu plus tard, ça va pouvoir vous donner une idée de ce qu'un agent peut faire. On a été dans des tâches simples, mais pédagogiques, qui pourraient être pertinentes pour vous. Donc, on se rappelle, là, dans tous les cas, en général, c'est sûr que l'IA, qu'elle soit assistant ou agent, il faut lui donner des directives quelconques. L'assistant, lui, vraiment, il va attendre une instruction avant d'agir.
Mais la différence, c'est que l'agent, lui, on peut lui donner une instruction, mais il va faire une série d'actions autonomes par la suite. Donc, c'est un peu le chien qu'on lui dit, attends là, attends que je te donne un ordre, ou le chien qui est habitué que lui, tous les matins, tu te lèves à 7 heures, je vais chercher ton journal et je te l'apporte. Donc, petite différence aussi qu'on peut noter entre ces deux types d'assistants. Et on a beaucoup de chance, hein, parce que notre mousquetaire, David Brin, a pu s'entretenir avec ChatGPT et Gemini sur ce sujet, les différences entre assistants et agents. Donc, on tourne notre attention vers David pour son entrevue avec ces deux super invités. Bonjour, aujourd'hui, j'ai réussi à m'entretenir avec ChatGPT et Gemini, malgré leur agenda chargé, sur le thème consacré à l'impact de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Je vais explorer avec ces deux modèles un sujet incontournable. Comment les intelligences artificielles peuvent accompagner les étudiants sans nuire à leur autonomie cognitive. Pour cela, j'ai invité deux intelligences artificielles à répondre à des questions sur leur rôle, leurs différences et leurs effets sur l'apprentissage. Installez-vous confortablement car cette discussion promet d'être éclairante. Bonjour, c'est un plaisir de participer à cette exploration. Je suis prête à répondre à vos questions et à discuter du rôle de l'IA dans l'éducation. Bonjour, c'est génial. Ça promet une discussion très enrichissante. Je suis sûre que tu vas pouvoir dégager plein d'insights intéressants sur le rôle de l'IA dans l'éducation. Ma première question s'adresse à ChatGPT et Gemini. Selon votre programmation initiale, quelle est la différence entre un agent et un assistant? C'est une excellente question pour commencer. En général, un agent est conçu pour agir de manière autonome afin d'atteindre un objectif précis en prenant des décisions par lui-même, tandis qu'un assistant est plutôt là pour soutenir et aider l'utilisateur en répondant à ses besoins et en l'accompagnant dans ses tâches. Un agent, dans le contexte de l'IA, est un système capable d'agir de manière autonome face à un environnement donné. Il peut percevoir son environnement, prendre des décisions et agir pour atteindre des objectifs. Un assistant, en revanche, est généralement plus restreint dans ses actions. Il est conçu pour aider un utilisateur à accomplir une tâche spécifique en lui fournissant des informations ou en exécutant des commandes. Avez-vous des exemples concrets qui seraient applicables dans notre quotidien au collégial? Bien sûr, par exemple, un agent pourrait être un système de recommandation de cours en ligne qui choisit automatiquement les ressources les plus adaptées à un étudiant en fonction de ses progrès, tandis qu'un assistant pourrait être un chatbot qui répond aux questions des étudiants, leur fournit des explications supplémentaires et les aide à mieux comprendre les concepts. Tout à fait. Un agent IA pourrait par exemple créer un parcours d'apprentissage personnalisé pour chaque étudiant en adaptant le contenu en fonction de ses besoins et de son rythme. Un assistant, lui, pourrait aider les étudiants à organiser leurs devoirs ou à trouver des informations supplémentaires. Quel modèle entre l'agent et l'assistant est le mieux pour accompagner un étudiant de niveau collégial pour lui permettre de réussir sans tomber dans les pièges du plagiat ou de la mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle générative? Les deux modèles peuvent être utiles, mais de manière différente. L'agent IA pourrait aider l'étudiante en lui proposant des sujets de recherche personnalisés et en l'assistant dans la collecte d'informations, tout en l'incitant à citer ses sources. L'assistant pourrait l'aider à reformuler ses idées et à structurer ses travaux, en lui suggérant des tournures de phrases ou en vérifiant la cohérence de son argumentation. Dans ce contexte, un assistant serait probablement plus adapté car il peut encourager l'étudiant à développer ses propres compétences, fournir des explications personnalisées et sensibiliser aux bonnes pratiques et à l'éthique. Cela permet de guider l'étudiant de manière constructive plutôt que de simplement automatiser des tâches et ainsi éviter les pièges du plagiat. Merci pour ce début d'entrevue, David, avec ChatGPT et Gemini. On en apprend, hein, pourquoi ne pas demander aux experts eux-mêmes. On est allé à la source pour, encore une fois, essayer de mieux comprendre les différences entre un assistant et un agent. Donc, on vous propose une synthèse. Qu'on a retiré de cette discussion-là? On se rappelle, donc, un assistant, il va agir sur demande explicite. Un agent aussi, sauf que lui, il va poursuivre un objectif. Donc, il va continuer plus loin que ce qu'on lui a demandé de faire dès le départ. L'assistant, on l'a dit, il va vraiment agir dans un contexte limité, hein, dans un environnement fermé, un environnement qui est quand même bien défini. Ça va être dans notre fenêtre de conversation avec le robot.
Des fois, il va y avoir de la recherche sur Internet. Donc, il peut avoir un petit peu d'action à l'extérieur de la fenêtre de conversation, mais c'est quand même limité à probablement votre navigateur. Il ne va pas avoir d'autres applications qui sont mises en jeu. Alors que l'agent, lui, il peut agir en dehors de ce contexte-là. Il peut aller dans votre boîte de courriel, il peut aller dans Word, travailler pour vous, il peut aller dans plein d'applications qui sont installées sur votre ordinateur pour agir. J'ajouterais une nuance ici. C'est quand on choisit, par exemple, on travaille avec un assistant qui est ChatGPT, il y a une fonctionnalité, par exemple, de deep research ou de recherche avancée ou approfondie, là, dépendamment si on travaille dans Gemini ou à ChatGPT. Mais c'est bon de savoir que lorsqu'on active des fonctions de recherche avancée, l'architecture qui fonctionne, l'architecture informatique de l'algorithme derrière ça active des agents de recherche derrière et qui vont pousser des recherches en parallèle sur plusieurs sites et il va faire en sorte qu'ils vont peut-être prendre 20 minutes, 30 minutes à vous rapporter une réponse extrêmement détaillée, un grand rapport de recherche dans le fond, mais qui ont été effectués par un agent qui active la fonctionnalité de recherche avancée. Fait que c'est juste bon à savoir que même si on ne va pas chercher un agent en tant que tel, quand on utilise une fonctionnalité de recherche avancée, on ne voit pas, mais sachez que si c'est si performant, c'est parce que c'est un agent qui a pris le temps de faire la recherche poussée comme ça. Fait que cette fonction-là de recherche approfondie, c'est comme les premiers pas de l'agent, parce que ça, c'est sorti avant l'option d'agent dans les... Oui, en effet, c'est ça. Ça fait 1 an à peu près que la technologie des agents ont été déployée par les ChatGPT, et par OpenAI, par Google, entre autres, et qu'on a vu une grande différence des résultats de recherche avancés. Et effectivement, si on écoute un peu les ingénieurs qui nous expliquent l'architecture des algorithmes, comment ça fonctionne, on comprend cette technologie agentique-là s'est déployée en premier à travers les fonctionnalités de recherche avancées. Ensuite, on se rappelle, on est toujours dans nos différences entre assistant puis agent. On se rappelle que l'assistant, il va générer du contenu. L'agent peut aussi faire ça, mais en général, quand on va jaser avec un assistant, c'est parce qu'on veut avoir une image, un texte, on veut avoir des conseils, des idées, on veut générer une vidéo, etc. L'agent, lui, il va en fait orchestrer tout ça. Et ça part d'une demande explicite, mais lui, il peut aller agencer donc différentes autres applications pour en arriver à l'objectif final, qui serait le produit fini. Donc, c'est pas juste suggérer des idées, créer des documents, c'est vraiment aller, par exemple, réserver mon voyage à Cuba à l'hiver, ou ça peut être donc des tâches assez complexes. J'aime l'expression que tu as utilisée d'orchestrer, parce que l'agent agit un peu comme un chef d'orchestre qui va diriger, qui peut même diriger d'autres agents à travailler pour lui pour réaliser la tâche. C'est assez impressionnant que là, on a l'IA qui peut contrôler l'IA. Donc, c'est rendu méta. Hein? Oui. Un agent IA pourrait utiliser un robot conversationnel d'IA. Oui, exactement. Essentiellement. Exactement. Donc, on est un peu ailleurs. Au niveau de la mémoire, ben, ça va se traduire aussi. Hein, la mémoire contextuelle va être un peu plus courte du côté de l'assistant. Pour l'agent, il va avoir une mémoire de travail qui est vraiment persistante sur le long terme. Il va avoir des journaux des étapes qui ont été déployées. Il y a aussi un apprentissage sur le long terme. Puis enfin, un rappel hein, que l'assistant d'IA, il n'y a aucun accès directement à votre système. Il pourrait avoir, à la limite, la synchronisation entre, disons que vous utilisez Google, j'ai aucun doute qu'on peut synchroniser avec notre calendrier Google ou des choses de même à l'intérieur du même écosystème, mais il n'irait probablement pas à l'extérieur. L'agent, lui, on lui donne la permission, finalement, d'aller jouer entre ces différentes applications. Donc, de se promener à l'intérieur de notre système, à l'extérieur de l'écosystème de, disons, ChatGPT ou Copilot, etc. Donc, pour vous donner une idée, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on met nos lunettes pédagogiques, évidemment, comment on pourrait utiliser un assistant de manière pédagogique. On vous en parle déjà depuis longtemps. Je vous donne 2 petits exemples rapides ici. Si on demande à l'assistant Copilot, par exemple, on pourrait lui dire, dans notre boîte Outlook, on sait, hein, on a la petite option Copilot directement dans nos applications Microsoft maintenant. Je vous rappelle, ils ne peuvent pas nécessairement agir directement dans, disons, l'environnement Outlook ou l'environnement Word, mais ils peuvent lire ce qu'il y a à l'écran, puis nous donner des conseils, des suggestions de reformulation, etc.
Donc, on pourrait demander à Copilote de résumer un courriel, par exemple, qu'on a ouvert dans notre Outlook. Lui, il nous propose 2-3 réponses, formulations possibles, puis même une liste de suivi. L'agent, lui, on se rappelle, il n'existe pas encore dans Copilote. Il existe dans ChatGPT. On ne vous recommande pas au cégep d'utiliser l'agent pour aller jouer dans votre boîte Outlook du cégep pour des raisons de sécurité. Mais probablement dans un avenir pas très loin, Copilote aura peut-être l'option d'agent dans notre écosystème. Mais dans ce cas-ci, cas de figure, un agent de ChatGPT pourrait aller dans votre boîte Outlook, pourrait surveiller votre boîte, ou par exemple une boîte de réception spécifique, pourrait catégoriser, étiqueter vos courriels selon des règles que vous lui donnez, pourrait déplacer des messages d'une boîte à l'autre, pourrait proposer des réponses auto-générées. Encore une fois, en général, ici, il va y avoir des moments où l'agent va nous demander l'approbation. Et donc, on pousse vraiment plus loin. L'agent, il peut vraiment agir directement dans notre boîte de réception. Un autre exemple, un assistant, on pourrait lui demander donc de proposer un ordre du jour pour une rencontre. Il peut nous proposer un ordre du jour, disons, pour une rencontre de 60 minutes avec une liste de matériel requis. Ça, c'est des propositions. L'agent, lui, il peut aller beaucoup plus loin. On peut lui demander de carrément créer l'événement dans notre calendrier, de réserver un local, d'envoyer même l'invitation à toutes les personnes de la rencontre, puis même de déposer l'ordre du jour si on a un espace qui est réservé pour ça. Alors, afin de clore un peu cette discussion des différences entre l'assistant puis l'agent, on va vous proposer 2 démonstrations finalement. Daniel, je te laisse présenter l'exemple pour commencer. Donc, on va vous présenter en fait un bel exemple d'usage pédagogique de l'assistant T. Oui, en fait, j'ai fait une courte entrevue avec Lucie Dubreuc, qui est une prof de physiothérapie et qui a développé un assistant autonome, en fait, qui donne l'illusion d'une certaine autonomie. C'est un patient virtuel qu'elle a, dans le fond, programmé avec ChatGPT. Et on a donc une petite présentation là, à vous partager. Et puis, j'ai quelques questions que j'ai posées à Lucie sur pourquoi elle a décidé d'utiliser un assistant pour réaliser ce projet pédagogique. Parfait. Qui est en mode vocal, on se rappelle. Donc, Oui, il peut y avoir une interaction vocale avec l'assistant. Exactement, c'est ça qu'on a développé avec elle. Donc, je vous laisse écouter cet extrait et l'entrevue avec Lucie. Parfait. Alors, je tourne donc vers cette entrevue. Bonjour, j'aimerais ça que Lucie, tu te présentes. Je m'appelle Lucie Dubreuc, je suis enseignante au département de technique de physiothérapie et cette saison-ci, j'ai été libérée une journée par semaine pour travailler sur un projet innovant en lien avec l'intelligence artificielle. Ton projet utilise un assistant IA et dis-moi comment tu as développé ce projet d'assistant IA, comment tu l'utilises. Moi, je suis partie justement du principe de l'assistant IA pour développer des patients fictifs pour justement aider nos personnes étudiantes à mieux communiquer avec des patients dans des scénarios divers et variés, avec des personnalités qui peuvent être différentes aussi. Ils peuvent être stressés, ils peuvent être sceptiques, ils peuvent être hostiles, par exemple. Et l'idée, c'était justement de créer des scénarios, donc des scripts, où justement on donne l'information à l'assistant de comment il doit se comporter, dans quelle situation il doit répondre telle chose, pour justement permettre d'être le plus authentique possible pour représenter un vrai patient dans la vraie vie. C'est normal d'arriver en retard? J'ai une entorse. Pas envie de passer la journée ici. Non, mais je comprends en fait que je suis vraiment désolée. En fait, j'avais pas conscience non plus que vous aviez pris congé aujourd'hui pour venir me voir en physio. Comme je vous ai dit, c'est des choses qui peuvent arriver là, d'arriver des fois en retard là. C'est pas parce que j'étais pas en train de me faire un café par exemple. C'est vraiment que j'étais avec un patient avant, puis il y avait une situation urgente à résoudre en fait que je devais absolument terminer. Donc encore une fois, je vous présente toutes mes excuses. Je suis vraiment désolée pour ça. Écoutez, Lucie, je vois que vous êtes sincère, ok? Mais là, c'est la 3e fois cette semaine que je perds du temps à attendre. J'ai pas le choix, hein. C'est pas comme si je pouvais me faire traiter entre 2 breaks au bureau. Je travaille en restauration, on est payé à l'heure. Chaque minute compte. Si c'était juste moi, tant pis. Mais j'ai une petite fille à la maison. Elle m'attend après l'école. Je lui ai promis d'aller jouer au parc aujourd'hui. Et là, c'est foutu. Fin d'activité. Auto-évalue-toi maintenant, en utilisant la grille critériée pour la partie 1. Démonstration d'empathie et validation des émotions. Positionne-toi sur ton niveau de compétence et donne un exemple.
Et est-ce que cet assistant-là a une forme d'autonomie? Il peut faire ce qu'il veut et puis c'est aléatoire ce qui se passe avec l'expérience qu'il va avoir avec l'étudiant? En fait, quand on l'utilise et qu'on ne sait pas le processus qui est derrière, on a une illusion qu'il est autonome, mais finalement pas du tout. Tout en arrière est scripté. En fait, tout a été détaillé avec des inscriptions, des instructions qui sont très précises. Pour certaines situations, ça va même jusqu'à 7 pages d'instructions sur un document Word. Donc, c'est extrêmement détaillé. Et il y a eu tout un processus itératif de test, retest, où on essayait les instructions, on voyait la réponse justement de l'assistant et on faisait des corrections associées à ça pour avoir la version la plus aboutie possible du projet. Puis est-ce que tu as des compétences en développement en langage informatique pour arriver à programmer un robot comme ça? Non, pas du tout. C'est sûr que moi, j'ai une expertise en physiothérapie puis en pédagogie. Donc, c'est de ça dont je suis partie. Puis après, avec l'aide de Daniel, justement, de comment on pouvait utiliser un assistant IA. Puis après, ça a été énormément d'essais-erreurs, aussi bien avec quel type d'intelligence artificielle. Si on utilise ChatGPT ou Grok, on avait forcément des réponses qui étaient différentes. Donc, c'était vraiment de l'apprentissage un peu sur le terrain. Il y a des mises en garde à faire à utiliser un assistant IA. Oui, ben en fait, ça, c'est quelque chose que moi, je l'ai fait expérimenter à mes personnes étudiantes. Donc, ça, c'est quelque chose qui était important pour moi de les mettre en garde que justement, ben, le risque zéro n'existe pas déjà. Donc, oui, on a fait beaucoup de travail sur les instructions pour avoir la meilleure qualité possible de réponse, mais ça reste que ça se peut qu'à un moment donné, la réponse soit pas celle qui serait attendue. Donc, de garder quand même l'esprit critique derrière ça pour dire, ben, ça se peut que la réponse soit pas la bonne. Puis ensuite de ça, on veut justement éviter la dépendance associée justement à ces assistants-là ou l'illusion de performance aussi. Fait qu'on veut toujours rappeler que c'est une machine, ce n'est pas réel, ça n'existe pas pour de vrai. Même si on a l'impression qu'on parle à une vraie personne, ça n'existe pas. Et des fois, justement, moi, j'ai été dans des situations qui étaient déstabilisantes pour les personnes étudiantes. Donc, leur rappeler aussi que si à un moment donné, ça les met inconfortables, ils peuvent quitter la simulation à tout moment. Au-delà de ton projet, est-ce que tu te sers de l'IA comme assistant dans tes tâches personnelles ou dans la vie de tous les jours? Ou est-ce que c'est uniquement dans le cadre de ton projet que tu utilises l'IA? Je ne l'utilise pas dans le cadre de ma vie personnelle, mais dans le cadre de mon projet, oui, je l'utilise beaucoup. Et j'ai même été un peu plus loin où je devais justement faire des présentations, en fait, à des congrès, par exemple. Et je devais me pratiquer justement pour présenter mon projet. Et mes collègues n'étaient pas forcément à côté de moi pour pouvoir me donner de la rétroaction. Donc, j'ai vraiment utilisé un assistant en lui donnant des consignes claires de me dire est-ce que ma présentation rentrait dans les temps, est-ce que j'avais des tics de langage, est-ce qu'à un moment donné, je parlais trop vite, je respirais pas assez ou je répétais 2 fois les mêmes idées. Donc, de lui donner de la rétroaction constructive sur comment m'améliorer dans ma présentation. Puis j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Puis clairement, ma 4e tentative par rapport à ma première était vraiment meilleure. Ben, merci beaucoup pour ce partage. Merci Daniel et Lucie pour ce super bel exemple. Il y en a plein des super belles initiatives comme ça qui se font au cégep en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pédagogique, donc c'est le fun de voir des belles initiatives comme ça. Et du côté de l'agent, on s'est creusé la tête. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme exemple d'usage pédagogique de l'IA? Moi, j'ai fait un petit test rapide en me disant qu'est-ce que je pourrais faire en tant que personne enseignante dans mon cours pour rendre ça plus actif. Une activité WooClap, hein, donc on parle de pédagogie active. Des fois, ça peut prendre du temps. Et on se rappelle, il y a quand même des agents, pas des agents, mais des fonctions d'IA qui ont été intégrées maintenant dans WooClap, comme dans toute la grande majorité des outils qu'on utilise en pédagogie ces dernières années. Cela dit, je me suis dit, est-ce que je peux demander à mon agent ChatGPT de me créer lui-même une activité? Donc, on va regarder ensemble ce que ça a donné. D'abord, pour aller activer le mode agent avec un compte payant, c'est en cliquant sur le plus qui est dans la boîte où on va poser notre question. Et là, on a vu que j'avais droit encore à 33 requêtes parce que dans un mois, j'ai droit à 40 requêtes agents. Alors ici, j'ai demandé à mon agent de me faire un quiz WooClap avec 2 questions. Je lui ai donné un document avec de l'information. Je lui ai demandé de créer une question avec 5 choix multiples, puis ensuite une autre question en utilisant la fonction IA de WooClap. Alors, c'est quand même une requête assez complexe. Et puis là, il commence à réfléchir. C'est ce qui est intéressant. Il va nous ouvrir une machine virtuelle comme on voit à l'écran. Puis on peut voir donc les bulles qui nous expliquent ce qu'il fait.
Donc, il a commencé par écrire du code. Là, il est en train de relire le document que je lui ai donné pour être en mesure de composer la question avec les réponses. Sauf que là, il arrête parce qu'il s'est rendu compte, comme on peut le voir, qu'il faut se connecter et je ne lui ai pas donné accès donc à mes informations. Alors là, la machine virtuelle s'arrête, m'a donné le contrôle, j'ai repris le contrôle pour me connecter à mon compte. Entre-temps, ce qui est intéressant, c'est que là, son action est terminée. Quand on clique sur les 3 petits points en haut, on peut aller voir ce que la machine virtuelle, finalement, l'agent a fait dans sa machine virtuelle. On voit toutes les étapes. Si on clique dessus, ça nous ramène là où on était dans la vidéo. On peut aussi regarder la vidéo à nouveau de ce qu'il a fait. Alors là, je lui ai donné, c'est-à-dire je me suis connectée. La machine a repris le contrôle. Donc là, la machine continue à faire ce que je lui ai demandé. Donc, elle va commencer par créer une question avec 5 choix multiples. Elle crée la question elle-même à partir du document que je lui ai donné, comme un assistant ferait, sauf que là, elle va aussi, dans mon compte WooClap, aller créer l'événement, puis aller créer la question que je lui ai demandé de faire, un choix multiple dans ce cas-ci, puis elle réfléchit vraiment tout le long qu'elle fait mon quiz pour moi. Donc là, on voit qu'elle fait 5 réponses à ma question. Elle clique la bonne réponse, puis elle va sauvegarder. Et là, elle fait ma deuxième question, que je lui ai demandé, prends la fonction de l'IA pour créer une dictée à trous. Donc là, elle a été chercher la bonne fonction de l'IA dans WooClap. Donc, c'est une IA qui utilise une IA. Ça a pris 2 essais. Donc, elle a fait 2 premiers essais où elle s'est trompée. Elle a recommencé. C'est-à-dire qu'elle a fait la bonne chose, mais c'était pas assez efficace à son goût. Alors, elle a recommencé 3 fois. Puis la 3e fois, elle a réussi avec le quiz qu'on voit à l'écran. Puis moi, si je me connecte ensuite à mon compte WooClap, je vais avoir accès à ce nouveau quiz qui a été créé par mon agent. Bon, alors j'espère qu'on a... ça serait quoi le terme français? Blow your mind. Là. J'espère qu'on vous a... Exploser le cerveau. On vous a fait exploser le cerveau. C'est... je sais pas, quand j'étais petite, là, on a toute cette même réflexion-là. On se disait, nos enseignants, ils nous demandaient d'imaginer qu'est-ce qu'allait être l'an 2000. Toutes les voitures volaient, puis il y avait peut-être des fonctions comme ça dans notre imaginaire d'enfant de ce que serait l'an 2000. Évidemment, les voitures ne volent pas encore. Mais on est rendu à un autre niveau, comme en termes d'intelligence artificielle. Donc, on peut voir qu'on a vraiment fait des avancées fulgurantes là, dans le monde de l'intelligence artificielle ces dernières années. Donc, fidèle à nous-mêmes, on vous propose une analyse FFMO, donc force, faiblesse, opportunité, menace, par rapport aux agents d'IA. L'avantage, effectivement, c'est de se dire, comme l'expérience que tu as démontrée, c'est de dire on peut faire des tâches, des fois cléricales, qui prennent beaucoup de temps, qui sont plates à faire et qu'on peut autoriser donc un agent à réaliser ces tâches-là pour nous et gagner beaucoup de temps. Donc, une tâche qui aurait pu prendre 3-4 heures, mais l'agent, lui, peut le faire en 20 minutes à peu près. Et puis nous, on a juste à prendre le temps de revérifier avec beaucoup de rigueur tout ce qui a été fait. On peut même, comme tu l'as montré dans la vidéo, voir chacune des étapes pour valider qu'il a fait les bons choix tout au long de l'exécution de la tâche complexe. Donc, on se rappelle, pendant que l'agent, lui, il travaille, nous, on peut faire autre chose. Là. On n'a pas besoin d'être scotché devant notre écran et regarder ce qui se passe. L'agent est vraiment autonome. S'il a besoin de notre autorisation, il s'arrête. Il nous dit là, de temps en temps, il faut aller voir, hein, parce que quand il s'arrête, on n'a pas nécessairement de notification, mais je suis sûre que c'est possible de programmer. Oui, définitivement, c'est ça. On peut programmer des notifications à certaines étapes pour être sûr qu'on soit avisé où est-ce qu'il est rendu. Oui, effectivement. Donc, puis comme on le dit, toutes ces actions-là, elles sont enregistrées, donc c'est possible. Et en fait, même on vous demande d'aller valider ces actions qui ont été faites en votre absence pour s'assurer que le processus a bien été respecté, que tout a été fait dans les règles de l'art. Les faiblesses. Ça va un peu avec les forces, hein, mais on se rappelle que comme on utilise les assistants de la même manière pour les agents, il faut superviser le travail, même s'il y a une certaine autonomie. On se rappelle qu'il faut valider les étapes. À certains moments, comme on l'a vu, des fois, l'agent il va carrément s'arrêter pour nous demander une permission, nous demander de s'authentifier, par exemple, comme on l'a vu dans notre exemple précédent.
Donc, c'est important de toujours valider ce qui est fait par l'IA. Au niveau de la rédactique, ça peut être un peu plus complexe pour la rédactique, c'est-à-dire la rédactique, voilà, un beau mot qui a été traduit. Là, on se fie vraiment à la base du vocabulaire qui est proposé par le gouvernement du Canada. Donc, la rédactique, c'est le prompt engineering. Donc, c'est l'art de pouvoir faire des bonnes requêtes, finalement. Donc, la rédactique peut être un peu différente avec les agents. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Ou... Ben, le plus qu'on donne de contexte, en fait, l'agent a besoin d'abord, pour réaliser une tâche complexe, connaître le plus de contexte possible, ce qu'on fait déjà avec des assistants, mais ce qu'on peut aussi donner, ce qu'on ne donne pas généralement à un assistant lorsqu'on fait une requête, c'est d'établir des règles, des lois à respecter. Donc, on peut lui donner beaucoup de documents pour qu'il puisse respecter ce cadre-là dans lequel on va lui permettre d'agir. Et c'est ce qui fait la différence entre la rédactique pour un assistant puis la rédactique pour un agent qui, lui, avec ces règles-là, va pouvoir donc réfléchir aussi dans l'idée de la réflexion. On se parle toujours évidemment d'un système algorithmique, puis on utilise des mots qui appartiennent à un être humain, là, on s'entend, mais il reste qu'il y a comme un processus réflexif qui imite la réflexion humaine avant d'agir. Au niveau des opportunités, ici, là, je suis sûre que vous avez regardé la capsule, vous êtes dit, est-ce qu'il y a des opportunités dans le monde de l'éducation? On vous en a déjà donné une, dans quelque part, un peu plus tôt, donc ça vous donne plus de temps pour peut-être accompagner les personnes étudiantes, pour offrir de la rétroaction aux personnes étudiantes. Ça vous permet de mettre un peu plus d'énergie sur d'autres tâches pédagogiques qui vont vraiment contribuer à la réussite des personnes étudiantes dans vos classes. Alors, on se rappelle, Tania t'a mentionné tout ce qui est données sensibles. Ça serait facile pour un agent, si on n'a pas bien fait notre rédactique, de peut-être qu'il va avoir accès à des données confidentielles, à des données auxquelles on ne voudrait pas qu'il y ait accès. On lui donne pas notre carte de crédit, par exemple. Non, à ce stade-ci, déjà, il y a 20 ans, 25 ans, au début de l'Internet, il y a beaucoup de gens qui étaient très réticents de faire du commerce en ligne, ou en tout cas d'acheter en ligne parce qu'ils n'osaient pas mettre leur carte de crédit. Les sites n'étaient pas sécurisés et tout ça. Évidemment, la technologie a avancé, les banques ont adopté des systèmes de sécurité et puis nous donnent des garanties si jamais vraiment il y avait une dérive par rapport à l'usage non autorisé de nos cartes de crédit quand on fait des achats en ligne. Alors que maintenant, donc, on est tous, en fait, on n'a plus peur de faire du commerce en ligne, d'acheter par Amazon et tout ça. Peut-être que dans quelques années, on sera au même stade avec l'usage des agents et ce qu'on va leur permettre de réaliser avec nos cartes de crédit. À ce stade-ci, on n'en est pas là. Ce qu'on a remarqué dans les laboratoires technologiques, c'est que les agents sont, par exemple, encore très vulnérables au fait que si on leur donne l'autorisation d'aller visiter un site web et que dans ce site web, mettons que le créateur du site est malveillant et a inscrit des portions de texte en typographie blanc sur un fond blanc, ben, l'agent, lui, va lire ça, alors que nous, on n'est pas capable de lire ça. L'agent, lui, va être capable de le détecter et il va exécuter ça comme si c'était une rédactique. Donc, si c'était une requête que lui fait le site, il va lui dire, par exemple, donne-moi accès à l'ordinateur que tu contrôles, par exemple, et ça pourrait permettre, en fait, à des hackers ou des gens malveillants, des pirates, avoir accès à votre ordinateur, à vos données. Donc ça, c'est une chose qui n'est pas réglée chez les agents. Ils sont encore vulnérables à ce genre on appelle ça en anglais là, du prompt injection. Donc, c'est des injections non sollicitées de requêtes à travers un agent. Et donc, c'est une menace qui est importante. C'est ce qui fait que beaucoup de gens n'autorisent pas l'usage surtout dans le monde corporatif présentement, d'utiliser pleinement les fonctionnalités des agents IA.
Non, c'est important. Puis ça, on sait, hein, les enseignants, vous l'avez essayé, ce petit truc-là, avec dans vos consignes de travail, de dire de mettre en blanc sur blanc, parle-moi d'Elvis Presley. Puis si l'étudiant va aller copier-coller les consignes du travail dans, disons, ChatGPT, ben ça va générer une réponse qui parle d'Elvis Presley. Donc là, ça nous dit, ah, il y a eu de la triche. Ouais. C'est un peu le même principe là, que Daniel vient de mentionner avec l'agent. L'agent, il est encore vulnérable à ça. Puis ça, on s'entend, un délestage cognitif, c'est pas nouveau, c'est un peu accentué avec l'agent, avec les agents d'IA, mais ça existait déjà avec les assistants d'IA. Donc, à titre de rappel, on a déjà mentionné un peu ce terme-là jusqu'à présent. Mais qu'est-ce que ça veut dire le délestage cognitif? Ben, c'est cette idée qu'on pourrait confier certaines fonctions mentales à des technologies. Ça va nous permettre d'accroître les performances dans divers domaines. Par exemple, la perception, la mémoire, le raisonnement spatial. Puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous dans le monde de l'éducation? Ben là, quand on transpose ce principe-là dans nos classes, ça veut dire que techniquement, si nos étudiants utilisent l'IA sans se questionner sur la pertinence de cet usage, ben, ils pourraient avoir une réduction généralisée de l'effort mental et cognitif pour accomplir donc différentes tâches. Donc ça peut conduire à une perte progressive des compétences essentielles et ça peut nuire à notre pensée critique, évidemment, par le fait même. Puis on va jusqu'à dire que ça peut mener à un désapprentissage. Puis ici, je cite beaucoup Dave Anquetil, qui était le chercheur qui a vraiment inspiré le café d'aujourd'hui. Donc, on s'est dit, mais qu'est-ce que ChatGPT et Gemini ont à dire du délestage cognitif? Donc, on retourne en studio avec David, ChatGPT et Gemini qui vont nous donner leur propre définition du délestage cognitif, puis qu'est-ce qu'on fait avec cette petite bête qui vient d'apparaître dans le monde de l'éducation. Est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut influencer le délestage cognitif chez l'humain et comment l'éviter? Oui, absolument. L'utilisation de l'intelligence artificielle peut effectivement influencer le délestage cognitif. D'un côté, elle peut alléger la charge mentale en automatisant des tâches répétitives, ce qui permet aux individus de se concentrer sur des activités plus complexes. Mais d'un autre côté, une dépendance excessive à l'IA peut aussi réduire certaines capacités cognitives, comme la mémoire ou la résolution de problèmes, si on s'appuie trop souvent sur la technologie. Donc, c'est une question d'équilibre. Oui, l'utilisation de l'IA peut potentiellement entraîner un délestage cognitif si l'on s'en remet trop. Pour l'éviter, il est essentiel de maintenir une approche critique et de continuer à développer ses propres capacités de réflexion. Merci d'avoir été avec nous pour cette conversation passionnante. J'espère que ces échanges vous ont aidé à mieux comprendre le rôle des intelligences artificielles dans l'éducation et les défis liés à leur utilisation. Et surtout, souvenez-vous, l'intelligence artificielle est un outil puissant, mais c'est notre responsabilité de l'utiliser pour renforcer et non remplacer notre capacité à apprendre. À la prochaine et bonne réflexion sur l'intégration de l'IA dans l'éducation. Au revoir. Avec plaisir et merci à toi pour cette discussion enrichissante. Je suis ravie d'avoir pu contribuer et je suis toujours là si tu as d'autres questions à l'avenir. À très bientôt et prends bien soin de toi. À la prochaine. Merci beaucoup, David, et à nos deux invités spéciaux, Gemini et ChatGPT. Merci pour votre participation à notre premier podcast, notre premier balado Café IA. Ça, c'est très important. Puis, c'est quelque chose qui a été révélé aussi par le sondage de KPMG qui est sorti en octobre dernier, où les étudiants étaient questionnés sur cet aspect-là du délestage cognitif. Et ils avouaient qu'ils avaient pris l'habitude de, dès qu'ils ont une consigne pour faire un travail, tout de suite, avant même d'activer l'effort de faire la recherche par eux-mêmes, ils vont tout de suite aller chercher l'aide d'un assistant IA, par exemple, et ils se rendent compte que depuis qu'ils utilisent l'IA, ils font moins d'efforts, ils ont l'impression qu'ils ont des meilleures notes, mais ils ont l'impression d'apprendre moins, parce qu'il y a moins de friction, donc de l'effort cognitif pour exécuter une tâche, ils ont donc une perte de compétences qui se fait. Donc, il y a vraiment une contradiction entre l'augmentation de la moyenne des notes des étudiants et l'apprentissage réel qu'ils font depuis qu'ils utilisent l'IA. Donc, ça, c'est très important à se rappeler et à sensibiliser les élèves quand on autorise pour certaines tâches l'usage de l'IA. L'autre élément que j'avais le goût de partager, c'est les effets positifs quand même qu'il y a à utiliser l'IA.
Donc, c'est pas tout négatif d'utiliser l'IA et les dangers du délestage cognitif. Il y a aussi des qualités aussi que peut apporter l'usage de ça. Moi, au laboratoire, c'est-à-dire que ce soit au Media Lab ou dans des projets de libération avec les professeurs, on constate que dans un cadre structuré avec les élèves, où on les conscientise à un usage éthique, que la motivation, ça a un effet important sur la motivation d'utiliser l'IA dans plusieurs exemples d'exercices pédagogiques, d'apprentissage pédagogique. Il y a aussi donc un coût cognitif à ça, comme on le disait. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a déjà une compétence, mais qui se fie de plus en plus au quotidien à l'usage de l'IA pour exécuter certaines tâches, donc il va perdre tranquillement sa propre compétence parce qu'il ne la pratique plus au quotidien. Donc c'est comme ce qu'on disait, je donnais comme exemple l'usage du GPS tantôt. Ben, on a tendance à perdre notre sens de l'orientation, notre autonomie par rapport à nous retrouver et à faire des choix dans nos directions quand on se balade en voiture, parce que justement, on a perdu cet effort mental-là de se retrouver dans la ville, par exemple. La dernière chose que j'avais retenue, c'était lorsque l'IA s'acquitte bien des tâches de mémorisation, de compréhension, analyse et évaluation, la confiance humaine augmente et ça se traduit par une baisse de la révision critique et approfondie. Fait quelque chose de très paradoxal parce que si au début, on se méfie un peu justement des hallucinations, des biais que peut donner une intelligence artificielle, ben, les modèles s'améliorent, deviennent de plus en plus performants et le pourcentage d'hallucinations baisse d'année en année ou de mois en mois. On fait de plus en plus confiance à la machine parce qu'on voit de moins en moins d'hallucinations, de moins en moins d'incohérences et plus qu'on lui fait confiance, ben, plus que notre vigilance et notre esprit critique face à l'intelligence artificielle va baisser. C'est là qu'il y a vraiment un danger. Il faut garder notre esprit critique toujours éveillé lorsqu'on utilise l'IA pour préserver notre autonomie puis notre esprit critique. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Puis c'est quand même intéressant de voir que dans ces capacités-là de l'IA, on revient, disons, à la taxonomie de Bloom. Ça, on vous le dit depuis le début, mais l'IA, au début, du moins, était surtout compétente dans la taxonomie de base. Donc, la mémorisation, la compréhension. Mais là, de plus en plus, là, on va plus haut dans notre pyramide de taxonomie de Bloom. Donc, il faut être encore plus vigilant pour aiguiser l'esprit critique des personnes étudiantes. Oui. Effectivement, là, la capacité rédactionnelle, c'est quelque chose que les professeurs en formation générale, que ce soit des profs de philosophie ou des profs de français, c'est un défi énorme qu'ils ont à relever pour conscientiser les élèves à continuer à faire cet effort-là et ne pas dépendre de l'intelligence artificielle pour pouvoir rédiger les premiers jets de leurs travaux et de s'assurer qu'ils vont pouvoir développer leurs compétences rédactionnelles. Absolument. Puis ça, un petit truc, dites à vos étudiants, qu'est-ce que vous allez faire un jour s'il y a une panne d'intelligence artificielle? L'autre fois, il y a eu une panne de cloud. Oui, je sais de quoi tu parles, ça m'échappe. Cloudflare, oui. Qui permet en gros à plein de sites web de fonctionner, donc ChatGPT. Donc, on avait une panne de ChatGPT l'autre jour. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une panne de ChatGPT? Il faut rappeler à nos personnes étudiantes que ça pourrait arriver. Donc, il faut être capable de faire la tâche indépendamment de l'intelligence artificielle. Oui, on peut avoir un peu d'aide de l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas que ça nous rende complètement dépendants de bien. Ouais. Et du côté des étudiants, la préoccupation principale pour eux, c'est le manque de fiabilité. La préoccupation majeure est le manque de fiabilité dans les réponses apportées par l'intelligence artificielle générative. Donc, ils se méfient parce qu'ils ne peuvent pas, eux, ils n'ont pas encore la compétence acquise. Ils ne peuvent pas contre-vérifier par eux-mêmes. Ils doivent donc faire cet effort-là d'aller vérifier sur des sites autre que de l'intelligence artificielle pour valider que l'information qui leur a été transmise par l'intelligence artificielle est tout à fait valide, elle est bonne.
Alors que, donc, par eux-mêmes, ils ne peuvent pas le faire, comme souvent, si c'est mon domaine, de faire, par exemple, une recherche en journalisme ou en cinéma, ben, j'ai les compétences pour pouvoir valider si l'information qui m'est donnée, elle est bonne, elle est fiable. Alors qu'un étudiant n'a pas encore nécessairement acquis cette compétence-là ou ces connaissances-là pour pouvoir faire ce même travail. C'est ce qu'on essaie de leur apprendre aussi au cégep. Exactement, ils sont là. Pensée critique. Exact. Donc, entre les deux, entre professeurs et étudiants, il y a comme une zone de convergence qui est, tous les deux sont conscients des risques et de dépendance et de la baisse de créativité et la nécessité de préserver notre esprit critique dans un cadre académique lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle. En préparation à notre café aujourd'hui, on s'est dit, est-ce qu'on se dirige vers le monde de Wall-E? Si vous avez vu ce film de Disney, Pixar Disney, donc où il y a un robot qui cherche la dernière forme de vie, en fait, la dernière plante, de vie végétale sur Terre. Mais entre-temps, les humains, eux, sont tellement assistés par l'IA qu'ils sont devenus une espèce de grosse patate qui se déplace dans des sièges volants, puis ils sont à peine capables de marcher. Donc, on a eu un peu cette vision dystopique dans nos discussions. Est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige? On espère que non. C'est pour ça que c'est encore plus important de rappeler aux personnes étudiantes, de rappeler aussi à nous, entre collègues, que l'esprit critique est encore plus essentiel que jamais face à ces usages qui nous facilitent la vie, mais qui a aussi donc des dangers. C'est un couteau à double tranchant. Hein. Ça peut nous aider, nous sauver du temps, mais ça peut aussi nous faire fondre un peu le cerveau là, à un certain niveau. Donc, on ne veut pas vous laisser sur une note dystopique de l'usage, notamment de l'IA agentique dans vos pratiques ou dans celles des personnes étudiantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Depuis la dernière année, on en a beaucoup parlé avec vous. Quelles sont ces pistes de solutions? Comment on peut utiliser l'IA de manière intègre, intelligente, responsable? Puis là, maintenant, on est face à ce défi du délestage cognitif. Comment on peut réagir, donc, au vu de ce nouveau défi? L'intelligence artificielle, elle est là pour rester. Ça, on le sait. Je pense qu'on est rendu à l'étape où on ne peut plus vraiment se mettre la tête dans le sable. C'est là pour rester. Donc, comment on va réagir et donc vivre avec cette nouvelle réalité? Ben, je pense que c'est important de, comme tu l'as dit, de prendre conscience que c'est là, il faut s'adapter à ça. Et puis, de rappeler le fait que l'être humain doit être au centre de l'IA. Je me plais à dire dans les cours de MTI, les ateliers qu'on donne en MTI sur l'intelligence artificielle, qu'il faut développer notre usage de l'IHA, qui est l'intelligence humaine augmentée, qui utilise l'IA. Mais si on utilise l'IHA, c'est le H qui est au centre de l'IA. C'est nous, êtres humains, qui devons être en contrôle de cette technologie-là et au centre de toutes les décisions qui se prennent avec ces outils numériques. Absolument. Puis c'est, encore une fois, ça reflète le cadre de référence du ministère de l'Enseignement supérieur qu'on vous a mentionné un peu plus tôt. Nous, on vous propose une voie à suivre, encore une fois, qui est épaulée vraiment par la recherche qui s'est faite là, dans les dernières années au niveau du réseau de l'enseignement supérieur au Québec, entre autres, mais 3 piliers de base qui peuvent nous permettre donc, de mettre, on va dire, des garde-fous, en quelque part, qui vont, on l'espère, limiter les effets négatifs que le délestage cognitif peut avoir sans pour autant interdire complètement l'IA dans notre pratique. Oui, là-dedans, effectivement, on est en train de bâtir localement un cadre de référence en réfléchissant à des balises auxquelles vous serez invité à contribuer par l'usage, par exemple, de l'IAgraphie, si vous décidez de l'intégrer dans vos consignes de travaux, pour faire un suivi sur comment les étudiants utilisent l'IA dans leurs travaux académiques. Et ce qui va peut-être pouvoir nous permettre aussi de créer des balises vraiment ancrées sur les pratiques très concrètes au cégep et local. Donc, c'est une forme d'encadrement qu'on suggère de faire dans nos pratiques pour solliciter, dans le fond, de la transparence dans l'usage qu'on a de l'IA et rétablir la confiance entre la relation pédagogique entre l'élève et l'enseignant. Le deuxième pilier, c'était la formation. D'appuyer financièrement les initiatives locales de formation, on y a participé.
commence à en avoir un peu plus aussi en dehors du cadre seulement de l'enseignement, donc au niveau des pratiques, je dirais, administratives au Ouais. cégep. Donc, il y a des efforts qui commencent à être vraiment mis à ce niveau-là, au niveau local. Soutenir le développement professionnel des personnes enseignantes. Nous, on espère contribuer à ça. Puis ensuite, de sensibiliser de manière continue à la protection des renseignements personnels. Nous, en tant que conseillers technopédagogiques, on essaie de le faire de manière continue, de manière individuelle, que ce soit à travers nos cafés IA, différents ateliers qu'on donne, de rappeler que oui, il y a le ministère de la cybersécurité qui est là, qui nous donne aussi des règles à suivre finalement au niveau de la confidentialité, sécurité des données. Donc, c'est pour ça notamment qu'on vous parle beaucoup de copilote, parce que copilote fait partie de notre écosystème local qui est un peu plus sécuritaire que, disons, ChatGPT, qui est une plateforme externe. Copilote, donc, Microsoft, on a vraiment une licence institutionnelle locale qui nous permet, éducative, qui nous donne un peu plus de sécurité à ce niveau-là. Puis notre troisième pilier, puis on va conclure là-dessus, mais d'adapter, en fait, pour réinventer l'évaluation et la pédagogie. Donc, on se rappelle, puis on vous le dit quand même depuis le début, l'alignement pédagogique, c'est, je crois, une des solutions clés dans l'usage responsable et intègre de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si l'intelligence artificielle contribue à l'atteinte d'une compétence, donc dans la pratique, dans les évaluations, oui, c'est pertinent d'utiliser. Sinon, puis là, c'est en parallèle avec la sobriété numérique, on n'utilise pas l'intelligence artificielle si ce n'est que pour être cool et hip et tout ça. Pour juger davantage le processus d'apprentissage, on vous en a parlé depuis, ça fait un petit bout, de penser à votre évaluation, est-ce qu'on peut la diviser en différentes étapes pour aller dire, OK, à cette étape-ci, on peut utiliser l'IA, à cette étape-là, non, ça ne va pas permettre d'atteindre la compétence. Cela dit, on a commencé à en discuter récemment, l'intelligence artificielle est de plus en plus performante, donc même l'analyse du processus commence à être un défi dans certaines disciplines. Il faut faire confiance aussi à son jugement professionnel aussi. Quand on utilise l'IA, quand on juge les travaux, faire confiance, faire preuve de transparence nous-mêmes quand on fait l'usage de l'intelligence artificielle auprès des élèves. Ça va leur donner l'exemple, ils vont modéliser probablement cette attitude-là et eux-mêmes vont être donc plus ouverts et avoir confiance de pouvoir confier les usages qu'ils font de l'IA. On va vous laisser là-dessus. Conclure donc sur ces notes en espérant qu'on vous a inspiré. Comme d'habitude, on vous parle des points de vigilance par rapport à l'usage de l'IA, mais aussi les opportunités, puis ce que ça pourrait vous permettre, ce que ça peut vous apporter du point de vue pédagogique dans votre pratique enseignante. Bien, sur ce, Daniel, donc merci pour cette discussion riche. Merci à toi, Marie-Josée. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Merci. Et merci à David, notre technicien à Pierre-Sainte, qui a aussi fait notre entrevue avec ChatGPT et Gemini. Donc, au plaisir de vous revoir, vous toutes et tous, dans un prochain café. Et à la prochaine. Merci.